JJ, entrepreneur vraiment, vraiment, vraiment inspirant. Merci. Franchement, une rencontre de fou, en fait. Direct, en fait, le courant, il est passé entre nous. C'est marrant. Et j'ai kiffé à quel point t'es accessible et je le vois encore là. Comment tu invites les jeunes à vraiment être inspirés. Merci déjà, merci pour l'invitation. Le courant qui est très bien passé aussi. Je te retourne l'appareil parce que le courant est bien passé, mais c'est parce que t'as le courant qui passe bien aussi. Mais toi aussi. Et en fait, c'est vrai que genre en général, les gens qui ont eu beaucoup de succès comme toi, bon, je sais que t'aimes pas trop ces termes, mais soit ils sont abordables, soit ils sont un peu, tu vois ce que je veux dire, soit c'est compliqué de leur parler. Et toi, t'es pas du tout dans ce cas, t'es dans l'autre cas, t'es toujours... Là, je te vois encore dans le mouvement. Et ça, je trouve ça... Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi pour rester à la mode t'es un créateur, hein, il faut le dire. Non, je pense que tout simplement, j'essaie de rester humain. Ok. En fait, et vraiment ce truc-là, parce que je t'ai déjà repris plusieurs fois sur le sujet. Ok. Par rapport au succès, je pense que tout est relatif. Ok. Il faut savoir rester humble et à sa place. En vrai, toi, tu vas me dire, je suis entrepreneur à succès. Moi, je vais te dire des mecs qui sont devant moi et qui sont 10 fois plus, 100 fois plus, 1 milliard de fois plus successful. Il y en a à l'appel. Et donc, en fait, j'ai toujours essayé de rester humble parce que des mecs plus forts que toi, il y en a toujours. C'est vrai, ça, je suis d'accord avec toi. Donc, on va parler un peu de ton parcours entrepreneurial. Ouais. Clairement, on sait que tu as beaucoup à apporter aux gens là-dessus. C'est gentil, merci. Non, mais ça, c'est clair. Donc, première question, c'est quoi la chose la plus importante que tu as appris sur le succès? Rester humble, vraiment, parce qu'en fait, le succès, ça peut monter à la tête. Je pense que ça m'est déjà monté à la tête. Ok. Et en fait, quand ça te monte à la tête, rien de positif ne peut en sortir. Ok. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, je pense que l'humilité et garder les pieds sur terre, c'est vraiment important. Et de toute façon, et en plus, je ne considère pas avoir une success story qui mérite à ce que je m'envole. Et je pense que personne ne devrait, en vrai. Donc, en vrai, quand des moments, t'as manqué d'humilité, forcément, ça t'a porté préjudice? Ouais, de toute façon, que ça soit à titre professionnel ou même d'un point de vue humain, quand t'es trop prétentieux, tu deviens quelqu'un de désagréable. Je pense, hein, moi j'aime pas trop les gens trop prétentieux. Quand t'es face à quelqu'un d'hyper prétentieux, est-ce que t'as envie forcément d'échanger avec lui? C'est dur. On va dire que c'est difficile. Et donc en fait, je pense que tu vois, garder les pieds sur terre, rester humble, déjà c'est, je pense, rester humain. Et c'est ce qui fait qu'en fait tu restes en contact avec les gens, avec des vrais gens. Ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai fait. Je considère pas que c'est un truc de fou. Et si je peux apporter quoi que ce soit à quelqu'un en discutant en plus, ce qui est rien, donner un petit peu de mon temps, je le fais 100 fois volontiers et avec beaucoup de plaisir en plus. Merci, mais comment t'as trouvé cette vision pour Sigjoon? Ça, c'est super intéressant. Alors, je pense que tout se mélange un petit peu. Je sais pas si tu connais je pense que tu connais, parce que t'es un mec qui aime bien ce genre de truc. Personnel et tout, ouais. Tu connais le discours Connecting the Dot de Steve Jobs? Oui, je l'ai déjà vu, mais je l'ai plus en tête. Ça te parle plus? En gros, il te fait un discours, je crois que c'est remise des diplômes à Harvard. Ok. Où en fait il raconte que premier cours, quand il va à la fac, premier cours où il va, c'est un cours sur la calligraphie. Ok. Steve Jobs, calligraphie, tu te dis quel rapport, tu vois. Mm-hmm. Et puis il te raconte ensuite la suite de son histoire. Et puis il te dit, vous vous rappelez à l'époque sur Windows, alors, les gens ici, je sais pas s'ils se rappellent, mais à l'époque il n'y avait pas de police sur les ordi, c'était les pixels, donc les lettres étaient très très moches. Et avec l'arrivée de Apple OS, je sais plus quelle version, t'as les super belles lettres avec l'empattement, bref, de la très belle calligraphie. Et en fait, il dit, en fait, tout ça, ça vient du fait que je sois allé par erreur, par hasard, dans ce cours de calligraphie. Je suis tombé amoureux de la calligraphie et j'ai voulu absolument que ça soit dans macOS, ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as 1 milliard de polices qui sont disponibles sur les ordis.
Donc pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? En fait, je pense que mon histoire, ma vision, ce que toi tu appelles ma vision, mon histoire et ce que c'est que Six June aujourd'hui, en fait, je pense que c'est l'addition de toutes les expériences ou de toutes les histoires que j'ai pu vivre dans ma vie, culturellement, d'un point de vue familial, d'un point de vue amical, d'un point de vue quartier, d'un point de vue scolaire aussi. Tu vois, tous les gens que j'ai rencontrés, en fait, ont contribué à tout ça. Et ça m'a aidé à me construire. Et c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis et ce qui fait que mon entreprise est telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, en c'est clair, un peu tout. T'es en train de me dire que c'est pas quelque chose que tu réfléchis consciemment, mais c'est en toi, en fait. Ouais, je pense que si ta mère te dit toujours ça c'est mal, il faut pas le faire, il y a bien un moment ça va rentrer dans ta tête. Ça c'est le bien, ça c'est le mal, ça c'est positif, ça c'est négatif. Et puis après, il y a un moment dans ta vie aussi, bien entendu, où après tu prends un pas de recul, tu te remets en question, tu remets en question certaines choses, et puis tu décides. Ok, ma mère elle avait raison, elle avait tort, mon prof il avait raison, il avait tort, et tu te construis. Mais avant d'en arriver là, il faut, et je pense que c'est le propre de l'être humain, c'est que en fait t'as 10 ans, allez peut-être pas 10 ans, mais 5-6 ans où t'es complètement dépendant de tes parents, et c'est eux qui te fournissent, qui te nourrissent et qui t'éduquent. Et puis à un moment, tu commences à prendre un peu d'autonomie, un peu plus, et à un moment, tu te définis par toi-même. C'est l'addition de tout. Et donc, quand tu me disais, bah, tu vois, par rapport aux valeurs, au fait d'essayer, en tout cas, essayer de rester humain, je pense que moi, dans mon histoire, c'est à la fois ma culture, mes origines chinoises. Moi, j'ai grandi dans une culture bouddhiste. Mes parents sont bouddhistes. Je suis allé à l'école, je suis allé à partir du collège, je suis allé dans des écoles privées catho. Ah, tu vois, c'est un petit peu de tout. Tu vois, moi, je suis athée, mais je me revendique aussi de culture chrétienne et de culture bouddhiste. Moi aussi, j'ai fait école privée catho. Hein. Internat, c'est dur. Hein. T'apprends la vie à la dure, mais ça te... Ouais, c'est dur, mais c'est ce qui t'a forgé aussi. Exactement. Ça fait partie de ton expérience. Et aujourd'hui, je pense que il y a des souvenirs peut-être difficiles, mais il y a des souvenirs aussi qui t'ont forgé et qui sont positifs pour toi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais à quel moment t'as su que Six June, ça allait devenir un succès? Alors, je reviens encore sur le truc. Toute proportion gardée. Moi, on reste une petite entreprise familiale. On est une vingtaine aujourd'hui chez Six June. Je pense et j'espère qu'on va pouvoir encore grandir et transmettre notre message, notre vibe. Moi, ce que j'aime aujourd'hui dans l'entreprise, dans mon entreprise là, c'est que je travaille avec des gens qui sont passionnés. Quand tu viens un jour, t'es le bienvenu hein, d'ailleurs, je crois que je t'avais déjà proposé. Je t'avais déjà proposé de venir rencontrer les équipes. En fait, on a une équipe de passionnés de streetwear, de mode, de communication aussi. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, la SAP aujourd'hui, c'est un métier passion. Tu peux pas faire ça si t'aimes pas la SAP. Moi, tu vois, il y a des mecs qui s'habillent tous les jours pareil. Steve Jobs, Elon Musk, Zuckerberg, Obama. Tu vois, ça fait partie d'un certain type de préceptes et de méthodologie en développement personnel. Mais moi, la SAP, c'est tous les matins. Je kiffe faire ma tenue. Tu parles à un passionné aussi. Hein. Voilà, tu vois. Et dans la mode, c'est ça. C'est que. Donc, est-ce que c'est un succès ou pas? Franchement, tout est relatif. Franchement, moi, quand j'étais enfant, je rêvais pas d'avoir une marque de vêtements. Okay. J'ai toujours aimé la SAP en tant que consommateur. Je m'étais jamais dit que c'était possible. Carrément, pour te dire, quand je commence Six June, je me dis que je vais faire ça pendant 5 ans et que je vais arrêter au bout de 5 ans. Et que dans 5 ans, je me poserai la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et alors finalement, tu vois, les gens ont aimé ce qu'on a fait, aiment ce qu'on fait. Et en fait, bah, je peux pas m'arrêter. J'aime trop en vrai, pouvoir transmettre nos idées plus ou moins folles, toute notre créativité. Et en fait, sans parler de succès, pour rester humble, quand tu vois que nos produits, les gens les portent avec plaisir. Moi, je trouve qu'il y a un vrai rapport au textile et aux vêtements. Quand moi j'étais plus jeune, porter les vêtements, c'était, tu vois,
ma manière de m'exprimer. C'était un peu mon identité. Et je pense qu'il y a ce truc avec les vêtements, c'est que quand tu portes un truc, ça peut te changer comment tu te sens. Tu vois, par exemple, j'avais des vêtements fétiches. Vraiment, je kiffais les porter. S'il était au sale, j'avais le seum. Et tu parles pareil. J'avais le seum. Vraiment, il fallait que je le trouve. Je suis d'accord. Et tu vois, si moi, avec les vêtements que les gens portent de chez Six June, ils peuvent se sentir bien, tu vois, qu'on peut leur apporter un petit peu de bonheur ou de confiance en soi à travers la sape. Ouais, le succès, c'est ça. C'est pas autre chose. C'est, tu vois, pouvoir transmettre ce genre d'émotion. J'aime trop ta vision. C'est un truc de fou. Tu m'as fait frissonner. Non, sérieux, parce que, en fait, j'ai jamais pensé à ce point, la sape. Mais là, comment t'as décrit, c'est une poésie, c'est sur la sape que moi je ressens, mais tu sais, j'ai jamais mis les mots dessus. Mais tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Après, moi, tu vois, c'est mon quotidien. Ouais, c'est sûr. Et vraiment, moi, tu vois, genre, je vais te raconter, c'est pas une anecdote, mais un truc vraiment que j'adore faire. Vraiment, c'est un de mes trucs favoris. Quand je suis en magasin, j'adore, en fait, quand t'as un client qui flâne et qui sait pas ce qu'il veut. Et là, je lui dis, franchement, si t'as 10 minutes, laisse-moi te faire un kiff. Va en cabine et laisse-moi faire. Je te ramène des sapes, je te ramène des tenues et on va faire des tests. Et là, tu vois, j'essaye de faire des jolies tenues en fonction, tu vois, j'essaye d'analyser un peu comment les gens sont sapés, je regarde leurs chaussures, tu vois, pour trouver un truc qui va bien aller. J'essaye de capter la personne et je ramène des looks. Et j'essaye de ramener des looks qu'ils auraient pas osé faire eux-mêmes. Parce qu'en fait, quand tu vas en cabine, si c'est toi-même qui fais, tu vas toujours reproduire la même chose. Je leur ramène des looks et quand ils sortent de la cabine et qu'ils ont un look qu'ils auraient pas essayé, tu vois, et qu'ils se regardent, ils disent « Putain, mais ça me va. Je suis beau, je me sens bien, je me sens belle, je me sens en confiance. » Et là, j'ai gagné. Tu vois, il achète pas, je m'en fous. Parce que là, il y a un truc qui s'est passé en lui. Il a ressenti un truc. Ah, c'est énorme. Et ça, c'est trop puissant. Et c'est ça que ça peut donner la sape. Ok, à la base de Six June, alors c'est des émotions. Ouais, en fait, tu sais, vraiment le fait d'avoir confiance en toi ou de te sentir beau, c'est trop puissant. Ouais, quand toi tu t'es sapé aujourd'hui et tu t'es dit je vais aller en soirée, je crois en plus que t'as une soirée en plus. J'ai préparé. Et en fait, s'il y a quelqu'un, tu vois, t'as eu quand on est arrivé, la personne à l'entrée, t'as fait une petite remarque sur ta tenue, t'as kiffé. Et ben en fait, la sape, ça peut apporter ça, ça peut t'apporter de la joie de vivre. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un truc de fou. C'est trop puissant. Je suis trop d'accord. T'as mis des mots en fait sur ce que je ressens aussi. Moi, je suis un amoureux de la sape, hein, c'est clair. Bon, trop cool. C'est quoi la première chose que t'as appris sur les relations? Parce que là, je te vois encore. T'étais encore avec des personnes. C'est tout le temps. Je t'ai toujours vu tout le temps, tu vois, entouré de gens. Et je trouve ça très bien, tu vois. Maintenant, toi, tu dois être un pro là-dedans, dans les relations. Non, en fait, je pense que on est tous des animaux sociaux. Ok. Tu m'avais posé des questions sur les livres que j'aimais. Je crois que c'est la suite de tes questions. C'est la suite, ouais. Mais donc on reviendra sur le livre, mais je pense que c'est en nous d'échanger. De toute façon, si t'es tout seul, il se passe rien. On a besoin des autres pour pouvoir s'exprimer, échanger sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, et on peut surtout se nourrir des autres. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. Et pour la petite histoire, moi, je suis à la base, je suis un très, très, très grand timide. Je suis vraiment, tu vois, aller parler aux gens, ou c'est pas un truc qui était naturel chez moi. Mais c'est un truc que j'ai appris à combattre. Quand je dis combattre, tu vois, j'ai essayé de faire des exercices, mais voilà, essayer de me dire, allez, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, je me nourrissais des gens. Alors qu'en fait, quand tu échanges, il peut y avoir que du positif. Enfin, pas que du positif. Parfois, ça peut être, il peut y avoir des échanges un peu plus houleux. Mais bref. Mais même, tu peux apprendre de ça, même des échanges houleux. Tu peux apprendre de ça, bien sûr. Bien sûr. Et tu sais, c'est marrant parce que j'ai un pote avec qui on s'embrouillait tout le temps. Quand je dis embrouillé, c'était pas des embrouilles de ouf, hein, mais on n'était pas du tout d'accord sur notre vision de l'économie ou de la société. Et en fait, tu vois, ça aura peut-être mis 10 ans, mais moi, j'ai beaucoup changé sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, quand je repense à nos discussions, je me dis, en fait, c'est lui qui avait 10 ans d'avance. C'est lui qui avait 10 ans d'avance. Et heureusement, en fait, que j'ai eu ces échanges. Je pense qu'en fait, en échangeant,
C'est vraiment, le terme, il est vraiment très très beau en français, tu vois, sur un échange. C'est-à-dire qu'en fait, tu reçois et tu donnes. C'est ça qui est ouf. Et donc, en fait, je pense que plus tu arrives à nouer de connexions et de relations, plus de bénéfices tu peux en tirer. Franchement, je te dis la vérité, tu as l'air d'être un des mecs les plus talentueux que je peux voir en relation. C'est gentil. Non, parce que, en fait, tu as fait le cheminement du timide à maintenant l'être social. Franchement, par excellence, ça, je te dis la vérité. Non, du peu que je vois, tu as vraiment compris la valeur des relations. Il y en a plein, on vit dans une époque où les gens ils disent ouais, on est bien tout seul, je suis bien tout seul. Mais les gens, ils ont du mal à comprendre cette valeur des relations. Et justement, l'échange et toute la croissance qu'il y a après les échanges avec des gens qui ont ton avis et pas ton avis. T'as besoin parfois d'être seul aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les gens qui disent on est bien tout seul. Ouais, il y a des moments où t'es bien seul. Parfois, il faut faire un peu d'introspection. Il faut réfléchir. T'as besoin parfois d'être seul. Mais être tout le temps tout seul, ça n'a pas de sens. Être tout le temps en communauté, c'est pas bon non plus. Donc, tu vois, je pense que tout est question d'équilibre. Parfois, tu as besoin d'être seul. Parfois, tu as besoin de t'occuper de ta famille. Parfois, de ton couple. Parfois, des autres. Et parfois, tout simplement de toi. Comment tu arrives à trouver cet équilibre, toi ? Très, très dur. Essayer... tu vois, je pense qu'il faut se créer des moments. Il faut les créer. En fait, moi, j'ai eu ma période aussi parce que c'est pas simple, hein, où en fait, le travail passait avant tout. Mais vraiment avant tout. J'avais qu'une obsession, c'était bosser. J'ai été éduqué comme ça. Ça va avec le cliché que tu as déjà dû entendre sur les Chinois. Les Chinois sont bosseurs. Clairement. Nous, c'est culturel. C'est culturel. Après, il faut comprendre le contexte économique et politique de pourquoi c'est culturel. Hein. Moi, mes parents, ils quittent la Chine parce que la Chine, c'est très, très, très pauvre hein, quand ils la quittent. Et ils viennent en France, ils parlent pas français. Et donc la seule valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter par rapport au reste de la société, c'est travailler plus. Donc en fait, mes parents, ils se sont construits sur le travail. Et donc la chose la plus importante qu'ils ont voulu me transmettre, c'est le travail. Tu vois, moi, par exemple, si je gagne de l'argent au loto, je pense que je serais mal à l'aise de gagner de l'argent au loto. C'est trop facile. Tu vois, genre, je culpabiliserais, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent ? L'argent, il faut le gagner en travaillant dur. J'ai eu donc ce moment de ma vie où en fait ma seule obsession et priorité c'était le travail. Et donc avec l'éducation que j'ai reçue, à quel point le travail était important. Et puis à un moment j'ai ouvert les yeux et je me suis dit mais mes enfants ils grandissent à une vitesse, c'est pas possible. Et donc en fait si moi-même je ne me force pas à aménager du temps pour trouver cet équilibre entre travail, famille, le fait d'être papa, le fait d'être mari, le fait d'être ami, entre toutes mes vies, bah en fait, je vais me laisser bouffer par l'une ou l'autre. Et c'est pour ça que je pense que il faut se forcer. Et quand je dis forcer, c'est pas le côté désagréable. Il faut mettre dans un planning. Tu vois, moi, je te prenais l'exemple de mon fils. Dans mon planning, une fois par mois, je vais déjeuner avec mon fils. C'est rien. Et en vrai, je kiffe de fou. Mais c'est dans mon planning. Et donc, il faut se forcer. Tout comme je me force tu vois, je fais des voyages avec ma femme, je fais des moments en famille. Tu vois, tu m'as proposé une soirée ce soir, je t'ai dit non, c'est mort. Cette semaine, c'est famille, déjà, je suis là, mais alors ce soir, c'est mort. Ouais, voilà. Non, je comprends de ouf. Donc, tu te forces. Tu fais la liste de toutes les choses importantes à faire. Quel type de personne tu es. Quand je dis personne, tu vois, c'est moi, je suis l'entrepreneur, je suis le papa, je suis le mari, je suis le patron de telle boîte, Donc, vas-y, comment j'aménage mon temps ? Sinon, tu t'en sors pas. Et il y a des mecs de ouf. Elon Musk qui arrive à être président PDG de Tesla, de X, de SpaceX, et en plus maintenant il va prendre au poste au gouvernement. Bah, il s'aménage des temps. Et il fait 12 enfants. Voilà. Non mais voilà. Attention, il a des problèmes avec un de ses... T'en as entendu parler ? Ouais. Ok. Bon, on va passer à la partie conseils pour les entrepreneurs. Ouais. Ok. Si tu pouvais recommencer à zéro, quelle erreur éviterais-tu direct là ? Ok. Alors pour répondre à cette question, je vais te raconter une histoire. Ok. Je suis hyper bavard. Hein. Non, mais moi, on est là pour ça. Ok. Je vais te parler d'un pote dont le parcours m'impressionne. Mais vraiment m'impressionne. Ok. Donc, on est en école de commerce à l'époque. On a 18 ans. Et moi, à 18 ans, je sais pas ce que je veux faire. J'ai fait école de commerce parce que ça a l'air stylé. Lui, il a 18 ans et il me dit, écoute, moi, j'ai un plan, Jean-Jacques. J'ai un plan. Je dis, c'est quoi ton plan ?
Il me dit, écoute, moi, je vais rentrer dans un grand groupe. Alors, mon pote auquel je fais référence, il est métis ivoirien. OK. Et il me dit, moi, je vais rentrer dans un grand groupe. Je vais partir travailler soit au UK, soit en Angleterre, soit aux US. Et mon objectif, c'est de devenir directeur dans un grand groupe comme ça, où je peux monter les échelons. Et à l'époque, on a 18 ans. Et je lui dis, mais pourquoi en fait? Le mec, c'était une quiche en anglais. Et il me dit, écoute, je pense qu'en France, c'est un peu plus dur pour un Renoir de monter directeur, le plafond de verre, tout ça. Il me raconte tout ça. Et il me dit, c'est un peu moins le cas aux US, un peu moins le cas au UK. Donc, je vais rentrer dans un grand groupe où il y aura de la place pour que je puisse monter. Parce qu'en fait, si t'es dans un petit groupe, il y a moins de place pour monter. Et je vais faire ça. Et aujourd'hui, mon pote, alors je vais pas dévoiler qui c'est, mais devenu directeur financier et directeur général en France d'un très, 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 très groupe de médias. Et en fait, il a joué une partie d'échecs qu'il a pensé très, 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 très tôt. Incroyable. Moi, mon histoire, elle est complètement différente. J'ai avancé par opportunisme et par opportunité. Après, il faut les saisir. Hein. Tu vois, il y a des gens qui te diront, ah ouais, mais t'as su la saisir, t'as été fort. Vas-y, je considère que j'ai eu de la chance autant que il y a eu du travail. Il y a eu les deux. Mais Spot, il avait un plan. Donc moi, mon conseil, pour en revenir à ta question, aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de prendre du recul sur qu'est-ce que va être l'économie, qu'est-ce que va être la géopolitique sur les 15-20 prochaines années. Et tu choisis le secteur et le territoire qui te semble le plus prometteur et qui te correspondent, bien sûr, qui te plaisent, là où toi, tu as une carte à jouer, et tu te mets à fond là-dedans. Parce qu'en fait, tu vois, moi, quand je commence en 2008, je me mets dans le prêt-à-porter. Bon, je l'ai fait par passion, mais je l'ai pas fait par choix de secteur. Et en fait, si j'avais su mêler cette partie d'échecs que mon ami a joué, j'aurais peut-être choisi le secteur tech, secteur qui est en croissance. Et en fait, quand tu es dans un secteur en croissance, normalement, c'est beaucoup plus facile. Si tu te mets dans un secteur qui est difficile, tu vois, genre, s'il y a 15 ans, quand j'avais commencé, je m'étais mis dans un secteur, je sais pas, qu'est-ce qui a été très difficile. Prenons l'automobile, tu vois, qui est en train de vivre un changement énorme. Bah, difficile de faire carrière dans l'automobile. Les groupes, ils souffrent. S'ils commencent à licencier, t'es la première victime. Donc, je pense que le choix, le choix, si je me mets aujourd'hui sur un jeune qui doit commencer sa carrière ou qui doit choisir ses études, c'est réfléchir à quel secteur va exploser et va cartonner dans 15 ans, 20 ans. Et là, tu te dis, vas-y, si c'est ça qui cartonne dans 15 ans, si je pense que c'est ça qui cartonne, si je pense que ce pays-là va cartonner, je vais me mettre dans ce sillage-là. Et en fait, si le pays fait plus 10% ou si le secteur fait plus 10% par an, en fait, ça va être beaucoup plus facile pour toi que dans un secteur qui est en décroissance. C'est énorme. Non, c'est excellent parce que c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression que, genre, t'as beaucoup de tes amis qui étaient en école de commerce et, genre, au final, qui étaient tous ambitieux et beaucoup ont réussi, quoi. Ouais, écoute, je pense que bien s'entourer, c'est important. Tu sais, moi, pour mes enfants, j'ai envie qu'ils fassent des études. Je veux pas les forcer à faire des études. Et une des raisons, tu vois, que moi, je ne voyais pas quand j'étais plus jeune, pour moi, faire des études, c'est important pour le côté social. Parce qu'en fait, les amis que tu vas te faire au moment de tes études, c'est à peu près quasiment les derniers amis que tu vas te faire dans ta vie, où ça va durer 20 ans, 30 ans. Parce qu'en fait, et pourquoi ça se fait? C'est parce que c'est des gens qui, grosso modo, te ressemblent. Vous avez eu des histoires un peu différentes, mais qui ont convergé vers le même point. Et ensuite, à partir de ce point-là, l'école, vous allez repartir avec à peu près le même timing dans vos carrières, dans vos vies. Si vous êtes à l'école en même temps, c'est que vous avez à peu près le même âge. Vous allez faire les enfants à peu près en même temps. Vous allez vous marier en même temps. Bref, tout ça va faire que ce sont des amitiés qui vont durer. Et donc moi, ce que je souhaite pour mes enfants, tu vois, dans le fait qu'ils fassent des études, c'est se créer ce groupe d'amis qui est hyper, hyper important. On en revient au côté social, encore une fois. On en revient au côté social, ouais. Je pense que tu es très fort à ce niveau-là, je pense encore une fois. Parce que, en fait, du peu d'analyse que je peux faire en quelques temps, école de privé, catholique, un autre environnement, t'as vécu en banlieue? Ouais, j'ai grandi dans un quartier, ouais. T'es en école de commerce, un autre environnement.
et t'arrives à allier tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. Ça, je le prends. Non, c'est vrai ou pas? Non, ça, je le prends. On est d'accord. Je pense que ça, pour le coup, alors, ça va pas du tout sonner humble, mais je te dis, je pense que c'est un truc qu'il faut travailler quand on l'a pas. Moi, je pense que j'ai dû le travailler par mon histoire. C'est la capacité d'adaptation. En fait, pouvoir se mouvoir dans des milieux différents, dans des environnements différents, je trouve que ça, c'est une vraie force. Pouvoir échanger avec un avocat, avec un mec de quartier, avec un banquier, avec ton boucher et être à l'aise avec tout le monde, je pense que c'est hyper important. Mais tu vois, moi, et je pense que ce qu'il permet aussi, c'est juste redescendre. Moi, j'essaie de garder les pieds sur terre. Mon boucher, il gagne très certainement bien mieux sa vie que moi. Tu vois, enfin, remettez les pieds sur terre. Ça dépend le boucher, quand même, non? Ouais, il y a des bouchers, t'inquiète pas, ils gagnent très très bien leur vie. Non, mais, et tu vois, en plus, même pas de jugement de valeur. C'est, en fait, qui gagne mieux sa vie que moi ou pas, peu importe en vrai. Moi, je délire, Christophe, c'est mon boucher, je délire avec lui. Je m'appelle Christopher. C'est mon deuxième prénom. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est marrant. Je m'en souviendrai. Ah, c'est incroyable. Et, je vais te poser une question en marketing parce que je suis sûr que tu dois être bon en marketing. Non, pas vraiment, mais vas-y, pose ta question. T'es quand même passé de 0 à 1. Genre, rien que le fait de passer de 0, personne, pas de vente, personne te connaît. T'es inconnu au bataillon, tu passes à 1. Ok. Là, toi, tu fais référence à... Au livre de Peter Thiel. Ouais. Donc, je vois okay, à quoi tu fais référence. Alors, pareil, je vais te raconter une histoire. Ok. C'est même pas une histoire, c'est ce que je pense, en fait. Très souvent, quand aujourd'hui tu parles de start-up, les gens, ils ont un concept à développer, il faut qu'ils lèvent de l'argent et ils passent malheureusement beaucoup trop de temps à penser à comment lever de l'argent. Ce qui est parfois juste indispensable parce qu'il faut pouvoir financer tes recherches et ton développement. Et malheureusement, je trouve que dans certains contextes, ils en oublient quel est l'objet d'une entreprise aussi, qui est quand même de vendre. Et en fait, être focalisé sur la vente, c'est quand même la priorité. Se dire, OK, il faut que je trouve mon public, il faut que je trouve mon consommateur et que je lui apporte une plus-value. Et tu vois, à la limite, le marketing, pour moi, ça vient après. Ça, si tu as trouvé ton consommateur et que tu vends, tu sais, est-ce que tu as lu The Shoe Dog? Ça me dit rien, non. C'est la biographie de Phil Knight, le mec qui a créé Nike. Ah, il est sur ma liste, mais je l'ai jamais lu. Ok, lis-le. C'est vraiment un livre incroyable. En fait, vraiment, j'ai envie de te dire, c'est le consommateur qui parle. Et c'est d'abord vendre. C'est vraiment d'abord vendre. Et après, ouais, on rajoute le marketing. Tu fais appel à des égéries. C'est obligatoire à un moment. Mais d'abord, pense au consommateur. Qu'est-ce que tu vas lui apporter comme plus-value? On en revient encore aux relations. Je suis désolé, mais là, en fait, ça se voit à quel point t'es orienté personne. Même dans ta réponse. Pourquoi? Parce que même je te dirais que ta réponse, c'est du marketing pur et dur. Genre, comment tu penses? Parce que c'est la personne d'abord. C'est littéralement ça. Bien sûr. En fait, t'es obligé de compenser au consommateur. En fait, de toute façon, si tu penses pas à ton consommateur, si tu penses pas à l'utilisateur final, en fait, ça perd son sens. Tu vends pour vendre. Et puis ton consommateur final, quand tu fais du B2B, ça peut être une entreprise, hein. Mais tu es obligé de penser et de te mettre à sa place. C'est vraiment c'est de l'empathie qu'il faut avoir. C'est très fort. Franchement, de toi à moi, je te trouve très très fort. Merci. Alors, on va parler spiritualité. Ouais. T'es spirituel, t'es bouddhiste, ok? Je suis de culture bouddhiste. Je suis pas bouddhiste, moi je suis non-croyant. Ah, d'accord, ok. Ouais. Bon, à quel point le bouddhisme, il a influencé toute ta réussite, entre guillemets, en tout cas ta marque, Sigjun? Alors, je sais pas comment ça a influencé ma marque. Enfin, si. Disons que... Alors, je sais pas si tu connais bien la culture bouddhiste, mais c'est une culture où, par exemple, on croit en la réincarnation. Et à partir du moment où tu crois en la réincarnation, eh ben, tu crois qu'il faut bien agir dans cette vie si tu veux pas avoir une mauvaise vie dans la prochaine vie. Par exemple, si j'agis mal aujourd'hui, demain je vais me réincarner en cafard, ce qui serait horrible, tu vois. Et donc en fait, si je veux avoir des vies qui s'améliorent, il faut que j'agisse bien.
Je pense que en tant qu'entreprise, en tant que personne, on essaye de bien agir, tu vois. C'est une question de partage aussi, de bien s'occuper, de bien traiter à la fois ses consommateurs, ses salariés, ses équipes. Donc ça a forcément une influence. C'est l'histoire de connecting the dots. La culture dans laquelle j'ai été éduqué, dans laquelle j'ai grandi, a forcément un impact sur moi, sur mes prises de décision, sur ce que j'accepte de faire, de ne pas faire. Comment est-ce que tu penses que la technologie va impacter ta marque? Ok. L'intelligence artificielle, plus précisément. Alors ça commence déjà à faire des effets. Okay. Tous les logiciels qu'on utilisait, ils sont en train de s'améliorer. Par exemple, Illustrator, maintenant, tu as des nouvelles fonctionnalités grâce à l'intelligence artificielle qui sont exceptionnelles. Tu as des outils comme DALL-E qu'on peut utiliser pour créer des infos, des graphismes. Moi, je pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer la créativité humaine. On aura toujours besoin d'humains pour piloter ces outils, apprendre à les utiliser. Je pense qu'en fait, justement, c'est une vraie nouvelle ère d'opportunités à qui saura bien utiliser ces outils. Tout comme il y a 20 ans, le mec qui savait bien utiliser Internet, ça lui donnait accès à une mine d'informations énorme. Je pense que l'intelligence artificielle, bien utilisée, ça va être une source énorme de créativité. Et d'ailleurs, moi, ça a été mon énorme flip il y a 1 an. Je me suis dit, putain, il y a 1 milliard de nouveaux outils, je ne sais rien utiliser. Qu'est-ce que je fais? J'ai remplacé mon command tab pour avoir un nouvel onglet où j'allais sur Google. Par command tab, ça fait une requête sur ChatGPT. Et en fait, par des petits mécanismes, tu te forces à utiliser l'intelligence artificielle. Et en vrai, c'est ultra, ultra, ultra puissant. Et en fait, tu vois, genre, ce qui est dingue, je sais même pas quel âge tu as. J'ai 32 mois. T'as 32. Ouais. En fait, nous, on se pose la question, mais en fait, les jeunes qui ont 20 ans ou moins de 20 ans, ils se posent pas la question. Pour eux, c'est déjà naturel. Donc, en vrai, c'est juste à nous de rester up-to-date. Bon, on doit quitter. C'était un plaisir. Moi aussi. Merci. Christopher.